m'appelle Lahan Giravarsou, je suis le trésorier de l'AENA et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle de l'IFM avec qui nous collaborons pour organiser ce nouveau cycle de conférences qu'on a dénommé jeudi, les jeunes ont des idées. C'est un nouveau cycle qu'il nous a fallu quelques mois pour préparer parce que nous avons voulu être participatifs. C'est-à-dire que pour préparer cette conférence, on a fait appel à plein de jeunes. On a lancé le concept il y a quelques mois là sur les réseaux sociaux. Ils ont répondu à notre appel. Et parmi ceux qui ont répondu à notre appel, on a sélectionné donc aujourd'hui nos 4 panélistes ici derrière qui vont nous faire une très belle conférence, j'en suis persuadé. Alors jeudi, c'est quoi? C'est un nouveau cycle de conférences, comme je l'ai dit, qu'on va préparer avec l'IFM. On remercie Monsieur le directeur délégué ici qui collabore donc avec nous pour l'organisation de ce cycle de conférences. On remercie également l'ambassade de France. On remercie, représenté aujourd'hui par l'attaché de coopération qui nous soutient dans tous nos projets. L'idée pour ce jeudi, justement, donc, c'est de donner la parole à des jeunes. Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de jeunes ont plein d'idées sur toutes les questions qui concernent la République, mais on ne leur donne pas autant de chance qu'à des professionnels qui ont plusieurs plateformes, qui ont plusieurs opportunités pour exprimer leurs idées. Et pourtant, donc, ces jeunes-là, parmi eux, il y en a beaucoup qui ont plein d'idées qui peuvent vraiment éclairer le grand public sur des questions très importantes, comme le sujet que nous avons retenu pour aujourd'hui, à savoir l'éducation. Parmi les jeunes, il y en a même qui, je peux l'affirmer, je pense, peuvent faire beaucoup mieux que certaines personnes qui ont une carrière très très longue, un CV très très long, mais qui au final, ici, devant un public, parce que peut-être ils ont un poste à défendre, ils versent un petit peu dans la langue de bois. Aujourd'hui, ce ne sera absolument pas le cas, tel que, connaissant nos panélistes d'aujourd'hui, on va voir une très belle conférence, et nous les en remercions donc d'ores et déjà. Alors, jeudi va se décliner sous 2 formats, on va dire. Un format donc tel qu'on nous le présente aujourd'hui, c'est-à-dire une conférence ici à l'IFM qu'on compte organiser tous les 2 mois. Il y aura donc, comme aujourd'hui, 4 panélistes qui vont exposer à tour de rôle leurs idées et qui ensuite débattront avec la salle. Ça, c'est le premier format. Ensuite, il y aura un deuxième format qui va beaucoup plus ressembler à ce que vous connaissez sous les formes de TEDx. Ce ne sera pas labellisé comme étant un TEDx, mais ça aura à peu près la forme dans la mesure où les prestations sont individuelles et qu'en un après-midi, donc, on pourra traiter beaucoup de sujets qui peuvent n'avoir rien avec les autres, mais l'essentiel, c'est de donner la parole à des jeunes et qui peuvent donc traiter ce sujet en quelques minutes. Et donc, nous sommes aujourd'hui à cette grande première, à l'ouverture de ce cycle de conférences que l'on espère va perdurer, parce qu'il a, comme je l'ai dit, ce caractère d'être participatif, c'est-à-dire que parmi vous qui êtes dans la salle aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, vous êtes spectateurs, mais la prochaine fois, on espère et on vous encourage, peut-être que nos prochains intervenants se trouvent parmi vous dans le public. Et nous, l'AENA, donc, on est toujours là pour vous soutenir dans l'organisation de ces conférences-là. Il y a énormément de travail à faire en amont, comme je l'ai dit. Mais nous, on est là pour vous aider à concrétiser tout ça, pour faire en sorte que l'on aboutisse au résultat d'aujourd'hui, où on va avoir une très très belle conférence avec nos panélistes d'aujourd'hui. Et donc, je lance un petit peu déjà le calendrier pour les prochaines conférences dans un mois. Enfin, c'est... Exceptionnellement, donc, il y aura 2 mois d'affilée de conférences à l'IFM. Dans un mois, le 3 décembre, ce sera un mardi après-midi aussi, va se tenir la prochaine conférence jeudi à l'IFM sur le thème de l'environnement. Nous essayerons aussi d'organiser donc la conférence sous le format TEDx, soit à la fin de ce mois, soit au début du mois de décembre, mais ce sera dans un endroit que l'on va déterminer un peu plus tard. Voilà donc à peu près ce que je voulais dire en introduction. Je réitère mes remerciements donc à l'endroit de l'IFM, aussi bien la direction que l'équipe technique qui est très compétente et qui s'est montrée très attentive à nos demandes, même de dernière minute.
On remercie également l'ambassade de France pour son soutien indéfectible à notre association. Et bien entendu, donc, on remercie aussi nos panélistes d'aujourd'hui, d'ores et déjà, le modérateur ainsi que toute l'équipe qui travaille avec lui, et évidemment aussi vous, le public, qui êtes venus nombreux à cette première. Sur ce, je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Désolé. Je me présente, je me nomme Philippe Lebon, je serai votre modérateur tout au long de cet après-midi. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Quelle finalité pour l'éducation à Madagascar? Notre première intervenante est une juriste, magistrat administratif, en poste actuellement en tant que conseiller au Conseil d'État près de la Cour suprême, anciennement également directeur juridique du ministère en charge du projet présidentiel, de l'aménagement du territoire et de l'équipement, directeur des affaires juridiques et du patrimoine de l'analogue, Agence nationale d'appui au logement et à l'habitat, anciennement conseillère au tribunal administratif d'Antananarivo et juriste auprès de la direction de la législation du contentieux primature, c'est-à-dire au sein de la DLC. Je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Madame Indianev Ruth Maria, dont l'intitulé de l'intervention sera l'éducation dans une perspective d'insertion professionnelle optimale et efficiente. À vous la parole, Madame. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Merci d'être venus, de donner de votre temps pour participer à cette conférence. Oui, parce qu'il s'agit bien de participer, mais pas d'assister, tout simplement. Vos réactions, questions, points de vue sont vivement sollicités. Remercions les anciens de l'ENA pour l'organisation de cette conférence, pour l'opportunité donnée à nous, les jeunes, d'exprimer nos idées, de nous exprimer tout court. Remercions l'IFM, mode fidèle des conférences de l'AENA. Voilà, alors je vais commencer. Comme le modérateur l'a annoncé, mon intervention répondra à notre question thématique « Quelle finalité pour l'éducation ?» et j'ai précisé à Madagascar, par ce postulat. Une éducation, un système éducatif pour une insertion professionnelle optimale et efficiente. Vous remarquerez que j'ai pris le chemin le plus court pour traiter le sujet. C'est une vision très utilitariste et assez réductrice de cette institution sociale qu'est l'éducation, mais on se souvient tous de cette partie, souvent à la fin de la fiche, qu'on nous demandait de remplir à chaque début d'année scolaire, carrière envisagée. C'est comme si tout le système éducatif, à travers l'enseignant, nous faisait déjà prendre conscience qu'apprendre avait cette carrière envisagée comme objectif. Le système éducatif apparaît ainsi comme la voie, la passerelle, voire un moyen pour l'atteinte de cet objectif de carrière. Mais avant d'appréhender l'apprentissage comme un moyen pour X de devenir médecin ou comme Y de devenir astronaute, il faut se rendre compte que le système éducatif doit d'abord faire en sorte que X et Y aient tout court un jour un travail rémunéré et sécurisé qui puisse assurer leur subsistance. L'éducation est le lien entre l'individu et un avenir professionnel. J'ai parlé de l'éducation comme moyen parce qu'il faut admettre qu'il existe en effet des exceptions qui considèrent l'éducation comme une fin en soi, l'amour de l'apprentissage éternel. Ces derniers se distinguent du schéma habituel qui prévaut dans notre culture malgache, apprendre, obtenir un diplôme et puis travailler. L'éducation pour une insertion professionnelle optimale et efficiente. En d'autres termes, un système éducatif, une politique et un programme scolaire qui en arrive à un zéro taux de chômage, à l'éradication du sous-emploi, à la garantie d'un emploi stable et une évolution de carrière. Un système éducatif qui dote des outils intellectuels et psychologiques pour trouver un emploi, le garder et évoluer dans le cadre de cet emploi. Le temps d'intervention ne me permet pas d'aborder toutes les questions relatives au sujet, alors j'ai choisi d'articuler mes analyses autour de deux idées majeures que j'aimerais partager avec vous. Un système éducatif qui prépare les jeunes à affronter le marché de l'emploi, quel que soit le niveau d'études
est atteint, un système éducatif qui prépare les jeunes à devenir un élément actif du marché de l'emploi et qui ne subit plus simplement les lois de ce marché. Développons la première idée. Un système éducatif qui assure un avenir professionnel. Certains paramètres sont à tenir en compte. Le décrochage scolaire et l'inadéquation, spécialisation, aspiration, emploi effectif. En ce qui concerne le décrochage scolaire, le point sur lequel je voudrais insister dans le premier tiré est par rapport au faible taux de scolarisation. D'ailleurs, ce problème existe aussi au niveau des facultés. Ceci est dû à l'insuffisance de ressources, l'insuffisance d'infrastructures et de personnel enseignant. En effet, il y a des normes en matière d'enseignement concernant le nombre d'élèves pouvant être pris en charge par un enseignant. Le problème de fond a toujours trait à l'insuffisance du budget alloué à l'enseignement. Il faudrait valoriser le métier d'enseignant. Par exemple, des parents appartenant à la couche vulnérable ont intégré leurs enfants dans un EPP. L'enfant a eu son CEPE, mais faute d'avoir été parmi les meilleurs lors de cet examen, aucune place ne peut lui être donnée en 6e dans un quelconque CEG. Les effectifs étant limités à la capacité d'accueil en matière d'infrastructure et de personnel de cet établissement. La scolarisation au sein des collèges privés étant hors de prix, les parents en question déscolarisent l'enfant en cause. Par rapport à ce deuxième tiré, j'aimerais mettre en exergue l'idée qui suit. Il y a des jeunes qui ont abandonné leurs études, qui se mettent à chercher du travail avec seulement à peine une qualification scolaire. Le danger de cette situation est l'impossibilité pour l'individu en question d'évoluer dans son travail, à moins d'avoir recours à une formation professionnalisante, ce qui n'est pas toujours le cas. Par rapport au dernier tiré, je voudrais insister sur l'importance de cette orientation. Je me souviens qu'au lycée, à la veille du baccalauréat, je n'avais aucune idée de toutes les filières universitaires qui s'offraient à moi en tant que littéraire. Je n'avais aucune idée de la spécialisation pour laquelle il fallait opter si je voulais devenir ambassadeur, par exemple, ou travailler dans une banque. Plusieurs jeunes errent avant de trouver leur voie. On connaît tous des amis qui se sont aventurés à essayer les premières années de toutes les filières à un cadre pour finalement embrasser une carrière tout à fait étrangère à ces filières. Un conseiller d'orientation qui aiguillonne l'étudiant selon ses aspirations et ses compétences réelles sur la bonne voie éviterait les errements dont on a parlé. Passons à la deuxième idée majeure, un système éducatif qui contribue à la création de l'emploi. Il y a certains constats qu'il faut faire par rapport à la réalité actuelle. Il y a un gap considérable entre l'offre et la demande d'emploi. Et l'avantage de l'entrepreneuriat par rapport à cette situation, c'est que le jeune se crée lui-même en emploi et en crée pour d'autres. Il contribue à la résorption du chômage. Les leviers pour la promotion de l'entrepreneuriat sont indispensables dans ce sens. Les programmes scolaires doivent inciter le génie créateur parce que les entrepreneurs ont tous des visions, l'esprit de recherche, d'innovation. Pour cette partie, je voudrais mettre l'accent sur ce fait. Le jeune devient un personnage actif sur le marché de l'emploi. Il n'y cherche plus ce qui est disponible, il se crée un emploi pour lui-même et augmente les demandes qui y sont. Cet entrepreneuriat doit être encouragé par des mesures incitatives initiées par l'État, des mesures fiscales entre autres pour la création des PME. Il y a une forme d'entrepreneuriat qui prolifère à notre époque et que nous connaissons tous, les ventes en ligne. J'ai fini mon intervention et pour conclure, j'aimerais dire que cette intervention a pour but de susciter vos réflexions et j'espère que
Au moment où vous serez les décideurs, vous vous en souviendrez de quelques idées que j'ai partagées avec vous. Merci. Nous remercions donc notre première intervenante. En ce qui concerne le déroulement de nos échanges aujourd'hui, nous procéderons aux questions-réponses à la fin des interventions de nos panélistes. Donc, nous n'avons pas manqué de rappeler le caractère interdépendant entre le milieu de l'emploi et le système éducatif. Elle a également souligné l'importance de l'entrepreneuriat comme vecteur de la création d'emplois à Madagascar, mais aussi et surtout de la collaboration nécessaire entre l'État et les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises. Madame Dianev aspire également à devenir romancière et essayiste. C'est donc une de ses passions. Donc on vous souhaite d'y parvenir. Sans plus tarder, nous allons appeler notre prochain intervenant, Monsieur Rasoulnaevou Miadjalvanien. Il est titulaire d'une licence en études françaises, également en philosophie, et est un master en philosophie également de cette année. Il aspire prochainement à faire sa thèse de doctorat en philosophie de la technologie. Une de ses passions également, c'est l'écriture, dont notamment l'écriture des romans. Il aspire également à devenir un essayiste philosophe, un écrivain en matière d'essais philosophiques. Donc nous avons beaucoup de futurs romanciers avec nous aujourd'hui, et romancières. On espère voir bientôt vos œuvres. Son intervention prend l'intitulé « L'éducation comme source d'épanouissement et d'éveillement ». Monsieur, on vous donne la parole. Prenez place, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous présente mes salutations. Si vous êtes venus ici aujourd'hui, c'est certainement parce que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, enrichir vos connaissances, voire même élargir votre façon de voir le monde. Et peut-être même que votre désir d'apprentissage a été plus fort que votre désir de faire une sieste chez vous à la maison. Pour ma part, personnellement, je n'ai pas eu votre curiosité intellectuelle quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'apprenais mes leçons parce qu'on me disait de le faire. Je faisais mes révisions, je faisais mes exercices parce que la société me contraignait à le faire. Bref, je n'apprenais pas par passion, mais par conformité. C'est comme s'il y avait une sorte de moule prédéfini qui définissait ce que nous devrions faire, et non pas par passion. Mais ce serait vite oublier une sagesse profonde qui nous dit « à force de vouloir rentrer dans le moule, vous allez ressembler à une tarte ». Et je suis désolé pour ceux qui n'ont pas déjeuné. En fait, permettez-moi d'illustrer mon argument. Mesdames et messieurs, imaginez que vous êtes dans un hôtel à 5 étoiles. Imaginez maintenant que vous êtes devant un buffet à volonté. Et je suis définitivement désolé pour ceux qui n'ont pas déjeuné. Maintenant, imaginez toutes sortes de plats, des plats mexicains, des plats japonais, des plats dont vous avez envie de manger. Et en plus de ça, vous avez fait faim. Maintenant, imaginez ce scénario. Le maître d'hôtel arrive et vous dit « Vous devez manger tout ça, sinon vous allez payer, vous allez faire la vaisselle, en plus on va vous renvoyer. » Est-ce que vous avez encore envie de manger le buffet, même après avoir entendu ça? Moi, je pense que non. Et je viens de vous donner une allégorie de l'école. À l'école, nous avons aussi des matières prédéfinies. Ces matières-là sont l'histoire, la géographie, les mathématiques. Et si on n'arrive pas à les apprendre, à les manger, donc ces plats-là, c'est encore pire que de se faire envoyer d'un hôtel. On nous menace de rater notre vie. En fait, l'école, mon hypothèse est que l'école n'est pas souvent propice au plaisir d'apprendre. Alors, je dis bien que l'école n'est pas propice au plaisir d'apprendre. Je dis bien qu'il ne s'agit pas ici de dire que l'école ne sert à rien, que l'école, on n'apprend rien. Je dis tout simplement que l'école n'est pas souvent propice au plaisir d'apprendre. Il y a une étude de la FEV qui nous dit que 70% des élèves ne comprennent pas ce qu'ils font à l'école.
Je sais très bien que cette étude a été faite en France, mais si on refait cette étude à Madagascar, on frôlerait les 99%. Mais c'est dommage parce que, vous savez, ça fait au moins depuis l'Antiquité, l'Antiquité grecque plus précisément, que l'apprentissage a toujours été associé au plaisir. Si vous prenez les philosophes comme Socrate, Aristote ou Platon, eh bien, ce que j'appelle les 3 mousquetaires de la philosophie grecque, ces gens-là apprenaient toujours par plaisir, ils enrichissaient leurs connaissances tout en quête de passion, de plaisir. Et cette philosophie du plaisir d'apprendre a été approfondie par le philosophe John Stuart Mill. John Stuart Mill, c'est un philosophe britannique du 19e siècle, et il a notamment dit que les activités intellectuelles étaient équivalentes au plaisir de l'esprit, ce qu'il appelle la faculté de jouissance supérieure. En termes extrêmement simples, cela veut simplement dire que quand vous vous éduquez, votre esprit aime ça, tout simplement. Et c'est passionnant parce que cette philosophie de l'Antiquité et cette philosophie de John Stuart Mill a été confirmée par la neuroscience contemporaine. La neuroscience, c'est cette discipline scientifique qui explique le fonctionnement de notre cerveau. Donc, c'est une discipline qui étudie ce qui nous passe par la tête. Et en fait, on a découvert, notamment grâce à cette science, que quand on ressent du plaisir, il y a ce qu'on appelle de la dopamine qui est sécrétée dans notre cerveau. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est responsable de la sensation de plaisir. Donc, quand vous mangez du chocolat, quand vous faites un câlin à quelqu'un que vous aimez, ou quand vous recevez des likes sur Facebook, parce que oui, il y a eu des études sur ça, eh bien, votre cerveau sécrète de la dopamine, vous vous sentez bien. Pour en revenir à notre thème, il y a un psychologue américain du nom de Gary Marcus qui nous dit « Apprendre quelque chose de nouveau peut entraîner la même libération de dopamine que l'on peut obtenir en consommant de la cocaïne. » Est-ce que quelqu'un de la salle peut me dire quel est le mot-clé dans cette citation? Pas cocaïne. Le mot-clé, c'est évidemment « nouveau ». Nouveau, tout ce qui est nouveau, c'est en dehors de votre zone de confort. Le zone de confort, c'est là où vous vous sentez bien, tout ce que vous maîtrisez, tout ce que vous connaissez, c'est votre zone de confort. Donc, logiquement, si vous sortez de votre zone de confort, vous ressentez de la dopamine. Et pour ma part, il m'a fallu attendre que j'arrive à l'université pour enfin obtenir la faculté de jouissance supérieure dont parlait John Stuart Mill. La raison, c'était surtout que mes profs n'avaient pas la prétention de détenir le pouvoir, le savoir absolu. Ce qui veut dire qu'ils incitaient toujours à faire nos propres recherches, faites vos recherches, lisez des documentaires, regardez des documentaires, lisez des livres, lisez des articles. Ils ne cantonnaient pas toujours dans le restaurant, ils nous invitaient toujours à voir d'autres horizons. Et là, vous vous dites, mais est-ce que le plaisir d'apprendre va remplir mes assiettes? Est-ce que ça va vraiment payer mon loyer, par exemple? Et c'est là que je vous dis que oui. Quand vous avez une solide base de connaissances dont vous maîtrisez et dont vous aimez, eh bien, vous serez plus productif, vous serez économiquement plus utile. Et comme le disait un chercheur du nom de Idriss Aberkan, quelqu'un d'épanoui sera forcément productif, mais quelqu'un de productif ne sera pas forcément épanoui. Prenons par exemple le cas du Japon. Le Japon est un pays extrêmement productif, mais épanoui, c'est là-bas qu'il y a le taux de suicide le plus élevé dans le monde. Donc j'y crois moyen. Et en fait, l'idée de mon intervention, c'est ceci. L'éducation est une source d'épanouissement et d'émerveillement. Quand vous vous éduquez, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, quand vous apprenez que les cochons d'Inde, par exemple, ne sont pas originaires d'Inde, mais que, en fait, c'est des conquistadors comme Christophe Colomb qui ont découvert l'Amérique et qu'ils ont trouvé ces animaux-là, ils se sont dit des cochons d'Inde, parce qu'ils se croyaient être en Inde, en fait. Et quand vous apprenez de quelque chose comme ça, il y a la dopamine qui est sécrétée dans votre cerveau et ça fait du bien. Donc, mon hypothèse est qu'il faut vraiment
que l'école, que l'éducation en général, que ce soit éducation scolaire, éducation parentale, familiale, sociale, même personnelle, devra toujours être orientée dans cette finalité-là. Et si vous me dites quelle est la finalité de l'éducation, Madame Garcia, je vais vous dire très sincèrement, l'éducation est une source d'épanouissement et d'émerveillement. Et comme tout bon conférencier qui se respecte, je vais finir par une citation. Il y a une citation de Michel de Montaigne qui nous dit « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. » Mesdames et messieurs, merci. Nous remercions notre intervenant pour cette belle présentation. Pour résumer, donc, il s'agit d'appréhender l'éducation en tant que source d'épanouissement, d'émerveillement de l'individu. L'éducation, donc, doit être source de curiosité intellectuelle d'une part, mais aussi un moteur, une incitation pour tout le monde à sortir de sa zone de confort. Nous sommes des éternels apprenants et il faut donc apprendre avec la passion, c'est-à-dire le plaisir d'apprendre et de sécréter au maximum de la dopamine. C'est bien ça, monsieur? Au sein de chacun. Merci donc à notre intervenant. Nous allons poursuivre avec mademoiselle Randiana Santan Bichouana, actuellement étudiante en Master 2 au sein de l'ENS, c'est-à-dire l'École normale supérieure, en recherche au sein de la mention École pluralité linguistique et culturelle. Elle suit également le parcours éducation, plurilinguisme, pluriculturalisme et didactologie. Autant de termes qu'elle va nous présenter et nous exposer tout au long de son intervention, dont l'intitulé est « Pour une éducation sans violence ». À vous la parole, mademoiselle. Il me semble que je suis la plus courte des intervenantes aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il y a un petit bout de femme derrière la masse de cheveux. Donc, au risque de vous décevoir, aujourd'hui je vais parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui peut-être s'éloigne un tout petit peu des considérations et de la problématique de la formation dont je suis issue, mais je crois qu'il nous concernera tous quand même. Et je me souviens particulièrement d'un moment quand je suis arrivée à l'université, en première année, où on me vantait les mérites du LMD. Vive le LMD, où la devise était la centration sur l'apprenant. Au bout d'une année universitaire, nous avons eu une séance avec nos enseignants, parce que l'université, c'est avant tout, ça vient avant tout du latin universitas magisterium et scholarium, et en tant que tel, ils ont organisé une séance de questions-réponses avec les étudiants pour échanger un tout petit peu sur le LMD. On nous a suscité, et pendant cette séance, j'ai donné mon avis. Ils nous ont demandé quelles étaient les limites du LMD selon nous, et moi j'ai levé la main et j'ai dit mon problème avec le LMD, c'est que je me sens déboussolée. Par rapport au lycée, on nous a indiqué une direction, et arrivé à l'université, on m'indique une autre direction. Donc je me suis sentie déboussolée, et j'ai fait part de mon ressenti. Mais la réponse que j'ai reçue de la part de l'enseignant qui était en train d'intervenir m'a fait extrêmement mal, parce qu'elle m'a répondu « mais ça va, hein, il faut avancer ». Vous savez comment je me suis sentie? Je me suis sentie rabaissée, comme si mon ressenti n'était pas assez légitime, comme si je ne devais pas être déboussolée par rapport au LMD, comme si les réponses données par les autres avant moi étaient beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus intelligentes que la mienne. À partir de ça, je me suis sentie mal à chaque fois que je devais prendre la parole. Je suis très bavarde et je vous assure que je ne peux pas m'empêcher de parler, mais qu'en même temps, je me suis sentie mal pour parler parce que à chaque fois, je sentais que ce n'était pas légitime, que je ne devais pas ressentir ce que je ressentais, et je me sentais constamment jugée par rapport à mes ressentis, par rapport à mes besoins qui étaient différents de ceux des autres. Malheureusement, à l'école,
on reçoit énormément de sentiments négatifs, tels que la culpabilité, tels que la honte, tels que la peur. Et je sais que les fauteuils de l'IFM sont très confortables, mais j'aimerais quand même vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Que toutes les personnes qui n'ont jamais éprouvé de honte, de culpabilité, de peur, pour des raisons d'éducation s'assoient. Donc, comme moi, vous avez été aussi victime de violences éducatives ordinaires. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qu'une violence éducative ordinaire, que l'on peut également abréger par VEO? Le chercheur Catherine Guéguen rapporte les violences éducatives ordinaires aux maltraitances émotionnelles que l'on peut décrire comme étant tout comportement ou parole qui rabaisse l'enfant, le ridiculise, le critique ou le punit. Oui, les VEO sont énormément en rapport avec la petite enfance et l'éducation que nous recevons au sein de notre famille, et malheureusement, elles continuent après. Ces comportements peuvent être d'ordre verbal, d'ordre physique ou d'ordre psychologique, et ils portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique de l'apprenant, et ils portent également atteinte à la construction de l'enfant que nous étions, de l'enfant que nous sommes encore peut-être. Et ils sont faits à des fins éducatives. On entend souvent la phrase, par exemple, « C'est pour ton bien, je pense à ton avenir, je suis un adulte, je connais mieux que toi ce qui est meilleur pour toi. » Et c'est comme ça que les gens se justifient de nous infliger ces violences. Et elles sont ordinaires parce qu'elles sont banalisées, justifiées et normalisées par tout le monde. Personne ne pense à se rebeller contre elles, pourtant elles entraînent des conséquences irrémédiables sur les personnes que nous sommes. Pour les conséquences, je me suis appuyée sur les neurosciences, qui sont une science en pleine expansion et qui offre vraiment des résultats incroyables sur notre développement psychomoteur. Et les conséquences des VEO se situent vraiment entre elles des dangers sur le développement de notre cerveau. Premièrement, ils affectent le cortex orbitofrontal, toujours selon Catherine Guéguen, c'est-à-dire le siège qui régule nos émotions, qui régule notre empathie également. Et ils affectent également l'hippocampe, le siège de l'apprentissage et de notre mémoire. Cela a pour conséquence d'altérer l'apprentissage et augmente le risque de troubles du comportement, comme les délinquances, l'agressivité, l'anxiété, la dépression, les troubles de l'identité, des gens se reconnaissent, et malheureusement, ils peuvent débuter dès l'enfance et continuer à l'âge adulte. Donc si vous vous posez des questions sur vous-même, sur pourquoi vous fonctionnez d'une certaine manière, peut-être que les VEO en sont la cause. Et cette phrase que j'ai entendue d'une de mes élèves m'a déchiré le cœur. C'était dans l'année de l'examen. Mon père ne m'aimera plus si je n'ai pas mon examen. Ça m'a déchiré le cœur pour elle, mais aussi pour moi, parce que je me suis retrouvée chez elle, avec la peur, non pas de ne pas réussir, non pas de ne pas obtenir un travail, non pas de ne pas apprendre, mais la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être aimé. Et malheureusement, dans l'éducation, on nous éduque à beaucoup de honte, de culpabilité et de peur. Et ça ne finit pas là, c'est aussi un cercle vicieux. Les remarques que nous recevons sont souvent les remarques que nous pensons de nous-mêmes, à force
À force d'entendre que nous sommes nuls, nous allons penser que nous sommes nuls. Mais nous allons aussi le dire aux autres, tu es nul. Et ça devient un cercle vicieux. Et quand on parle du cercle vicieux de la violence, je pense à chaque fois au titre de ce monde d'E.J. Thomas, The hate you give, la haine que tu donnes. La haine que tu reçois est souvent la haine que tu donnes. Alors là, oui, le tableau semble être un tout petit peu sombre, mais je vous assure qu'il y a une solution. Et c'est justement de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de la solution que vous pouvez adapter pour sortir du cycle vicieux, du cercle vicieux des violences éducatives ordinaires. Bien sûr, c'est facile à dire. La première chose, c'est de changer le cercle vicieux de la honte, de la culpabilité et de la peur par un cercle vertueux, celui de la bienveillance, de l'empathie et du respect. The hate you give, la haine que tu donnes, pourrait être changé en the love you give, la haine que tu donnes et la haine que tu reçois. Et aujourd'hui, j'aimerais ne pas vous parler de ce que l'État peut faire pour vous, mais de ce que vous-même, vous pouvez pour vous. Je ne veux pas vous parler de ce que l'éducation peut faire et va faire pour vous, mais de ce que vous pouvez faire et de ce que vous allez faire pour l'éducation. Et la meilleure des choses, le plus simple, c'est de commencer par vous-même. C'est de commencer par regarder l'enfant qui est en vous, celui qui a subi ces violences, celui qui a mal, celui qui est stressé, celui qui a une anxiété chronique, celui qui est incapable de se voir bon et intelligent. Commencez par vous-même. Pour conclure mon intervention, j'aimerais rejoindre ce que mon prédécesseur a dit tout à l'heure concernant l'éducation. Ça devrait être une source d'épanouissement, d'émerveillement, de plaisir et de bonheur. Et malheureusement, les violences éducatives ordinaires n'aident pas l'être humain à s'épanouir. La solution ? Il faudrait substituer la violence éducative ordinaire par de l'empathie, de la bienveillance et du respect. Et ça commence par vous, le travail que vous allez faire sur vous-même, les recherches, peut-être partir en thérapie, peut-être lire des livres, peut-être en parler aux gens, mais ça commence par vous. Et en bon conférencier qui se respecte, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, soyez cette goutte d'eau. Merci beaucoup à notre bonne conférencière. Avant d'accueillir notre dernier bon conférencier, permettez-moi donc de résumer l'intervention de mademoiselle Randiana Santambi, qui n'a pas manqué de rappeler l'existence d'une autre forme de violence que physique, la violence morale, la violence psychologique, qui peut être commise au nom de l'éducation, c'est-à-dire en dehors de l'école, chez soi. Elle a rappelé, elle a martelé l'importance de la bienveillance, de l'empathie et du respect pour un plein épanouissement de l'individu tout au long de son éducation. Merci beaucoup, mademoiselle. Sans plus tarder, j'appelle notre dernier intervenant pour cet après-midi, monsieur Mayer Manzak. Il est actuellement étudiant Master 2, option droit privé et droit des affaires au sein de l'Université catholique de Madagascar. Il projette de se spécialiser en droit maritime. Il ambitionne également de s'engager en parallèle dans un autre domaine, c'est la communication. Et il éprouve également des intérêts pour l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, les relations publiques ainsi que la psychanalyse. Monsieur, à vous la parole dont l'intitulé de l'intervention est « L'opportunité d'un réaménagement de notre actuel système d'évaluation en matière d'éducation ». À vous la parole, monsieur.
que de sentir la scène sous mes pieds et de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. Je crois que je suis un peu en train de me faire l'idée de ce que Charles Aznavour a essayé de nous faire comprendre dans « Je me voyais déjà ». Assistance, mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations les plus distinguées. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour ma personne d'avoir l'opportunité de partager avec vous mes prises d'opposition par rapport à ce thème. Et je l'estime, je le présume par votre présence, qu'aucun de vous n'est resté indifférent. La finalité vers laquelle doit tendre l'éducation à Madagascar. C'est l'angle à partir duquel les intervenants, les panélistes, ont choisi de cadrer leur intervention. Et je vous prierai de me permettre de poursuivre par le corollaire qui est l'opportunité d'un réaménagement de notre système d'évaluation ici à Madagascar avant le lycée, c'est-à-dire avant la classe de seconde. Mon intervention sera jalonnée par des interrogations, car si le philosophe Karl Jaspers avait affirmé qu'en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, je ne vois pas pourquoi cette affirmation ne pourrait pas s'appliquer à tout type d'activité de réflexion. Mais rassurez-vous, je ne vais pas inventer l'eau chaude. Et je vous permettrai, dès le début, de battre ma coulpe, parce que je ne serai pas en mesure de vous faire part d'une dextre intervention digne d'un pédagogue normalien. Néanmoins, je vous prierai de me permettre de légitimer mon intervention par les longues années d'expérimentation du système. Cela dit, Auguste Assemblée, je vous prie de me prêter oreille. Quel bilan nous est-il permis de dresser de notre actuel système éducatif? Échec scolaire et décrochage scolaire. Parmi les éléments du système éducatif que je placerai certainement sur la sellette figure notre actuel système d'évaluation, c'est-à-dire les notes exagérément basses accompagnées de remarques acerbes venant des professeurs. Les notes, non pas lorsque vous figurez parmi les meilleurs, ceux qui sont parvenus à atteindre l'objectif du professeur, mais lorsque vous figurez à la queue du peloton. Qui d'entre vous dans cette salle, dans sa vie d'étudiant, a déjà reçu une mauvaise note? Je vous prierai de lever la main. D'accord. Et croyez-moi, moi aussi, je l'ai déjà vécu, et ça ne fait pas partie de mes meilleures expériences en classe. Mais avant de prononcer cette diatribe à l'endroit de notre système d'évaluation, je vous prierai de partager avec moi cette interrogation. Pourquoi procède-t-on à une évaluation de l'apprenant? Hormis sa fonction de certification et de sélection, l'évaluation doit d'abord avoir comme but la régulation, c'est-à-dire aider l'apprentissage de l'apprenant. L'évaluation, dans sa fonction régulatrice, devrait consister uniquement à savoir si l'apprenant a atteint ou non son objectif. Il doit être un instrument destiné à apporter les informations nécessaires pour corriger le processus d'apprentissage. Autrement dit, la notation devrait repérer, faire comprendre quels sont les progrès de l'élève et quels sont ses axes de progression. L'enseignant essaie de comprendre l'erreur et de sa part, l'apprenant essaye de comprendre ce qu'il doit rectifier. Reprenons notre diatribe. Notre actuel système d'évaluation opte-t-il dans cette voie? Je vous dis que non. Parce que notre actuel système d'évaluation est devenu un système teinté d'humiliation et de condamnation. Notre actuel système d'évaluation a été manifestement détourné de sa principale mission, à tel point qu'il est devenu un facteur d'extinction du goût d'apprendre chez l'apprenant. Du fait de cet impact des mauvaises notes sur l'apprenant, il a perdu le goût d'apprendre. Et je reviendrai sur l'affirmation de mon prédécesseur que le goût d'apprendre devrait animer
quoi qu'on fasse dans notre éducation. Et si nous persistons à router dans cette voie, je vous dis que nous ne parviendrons que très difficilement à parvenir à notre finalité qui est l'épanouissement de l'apprenant. Quelles seraient les conditions requises pour assurer l'aboutissement de toute relation éducative? Rappelons à juste titre le propre de toute relation éducative. Tout d'abord, cultiver chez l'apprenant le goût d'apprendre, faire en sorte de lui donner l'opportunité d'affirmer sa personnalité et ensuite le permettre de s'épanouir. Là où j'aimerais focaliser notre attention, c'est garder, cultiver ce désir d'apprendre chez les jeunes apprenants. Rappelons que ce qui a fait la réussite des Casa dei Bambini de Maria Montessori, c'est surtout cette conscience que le plaisir devrait occuper une place primordiale dans l'apprentissage. Poursuivons. Qu'est-ce qu'on devrait alors faire? Il faudrait garantir une atmosphère de classe plus sereine, assurer des conditions d'apprentissage bienveillantes et sécurisantes, c'est-à-dire adopter une posture compréhensive. Maïr, qu'est-ce que tu nous proposes? D'accord. Dans quelle manière devrons-nous œuvrer pour réaliser notre actuelle méthode d'évaluation? Concrètement, pour entretenir ce climat de stimulation, d'encouragement et de rassurance, j'ai proposé qu'on devrait remplacer les notes chiffrées inférieures à la moyenne, c'est-à-dire les mauvaises notes, pour faire gros, par des appréciations qualitatives, un groupement de mots, pour qu'elles soient la moins stigmatisante possible. Et je rejoins la précédente intervention de Madame Tam-Lilouana, qu'il faudrait écarter toutes sortes de malveillance dans toute relation éducative, écarter toutes sortes de propos dévalorisants de l'apprenant. Gratifier ceux qui ont été capables de parvenir à leur objectif, mais sans pour autant stigmatiser, dévaloriser ceux qui n'ont pas été dans la mesure d'atteindre ces objectifs. Et au terme de mon intervention, pour que la chrysalide se fasse papillon, il faudrait que chaque jeune puisse avoir l'opportunité d'avoir l'encouragement venant de son enseignant. Rappelons que le professeur, avant d'évaluer, il devrait d'abord avoir comme principale mission d'enseigner. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Maïr Manzaka pour cette riche présentation. Avant de procéder à la séance de questions-réponses, permettez-moi de faire un bref résumé de ce qui a été dit. M. Maïr Manzaka a rappelé l'importance d'un système évaluatif efficace et optimal pour un meilleur parcours pour l'étudiant, l'apprenant. Il a insisté sur l'importance de la mise en valeur de la personnalité de l'apprenant dans le processus d'apprentissage, mais il a également soulevé des solutions comme les conditions sécurisées et bienveillantes de travail, d'apprentissage pour l'apprenant. Il a également insisté sur l'importance de l'encouragement à l'endroit de ces apprenants par les professeurs. N'oublions pas aussi que les professeurs, eux aussi, étaient des étudiants à une époque. Donc, il a terminé aussi sur les notes basses, l'importance d'adopter un système évaluatif non stigmatisant. Et oui, nous nous rappelons tous de ces notes qui nous marquent à vie, les 2, 3, 4 à l'université. Et ce serait bien de les changer. Donc, bonjour à tous, merci Claire pour l'intervention sur chaque thème. Ma question, il serait plutôt, je vous inviterai à répondre en fait à une autre question qui est
selon votre connaissance, votre vécu du système éducatif à Madagascar, pourquoi est-ce que le système éducatif à Madagascar existe? Dans le sens où on en voit, donc on a le même programme depuis des décades, je pense, mais on ne s'est jamais posé la question de pourquoi est-ce qu'on enseigne telle ou telle chose à l'école à Madagascar, sachant que, comme la première intervenante l'a dit, on est très loin d'une adéquation entre donc, le programme éducatif et le marché de l'emploi. Et on a tendance à séparer en fait l'éducation, au sens éducation, du développement des compétences techniques et professionnelles. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait éduquer à Madagascar, et dans le sens où ce pourquoi devrait répondre en fait au programme qui devrait être dispensé à l'école. Donc on parle aujourd'hui de 4e révolution industrielle. Est-ce que notre programme peut aider à affronter cette révolution industrielle-là pour profiter des emplois qui en découleront, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on éduque à Madagascar? Merci beaucoup. Cette question s'adresse donc aux 4 intervenants. Une autre question? Oui. Merci. Je tiens d'abord à féliciter nos intervenants. C'était magistral. C'était bien, c'était très bien. Ma question, c'est plutôt, c'est pas trop une question, mais une petite remarque. J'aurais aimé que vous dissociez l'enseignement, l'instruction et l'éducation. Parce que selon moi, et un collègue philosophe pourrait peut-être nous éclairer un peu sur ce sujet. Selon moi, j'ai tendance à, quand on parle d'éducation, j'ai tendance à penser de valeurs morales. Par exemple, le savoir-vivre, être poli, le courage, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, et c'est là que je rejoins le thème, c'est une société, pardonnez-moi pour l'expression, c'est une société qui fout le camp en termes d'éducation. Il n'y a plus de gens polis, il y a des gens qui font n'importe quoi, qui polluent l'environnement, ça entre aussi dans le thème de l'éducation. Et j'aurais aimé que vous étaliez un peu plus sur ce thème, ce que c'est que l'éducation avec la valeur morale. Après, on peut parler d'enseignement, instruction. Ça, je pense que c'est autre chose, c'est à dissocier de l'éducation. Donc, si vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qui va se passer si ça continue comme ça à Madagascar, en termes d'éducation. Je vous raconte une chose. Dans mon quartier, par exemple, une jeune fille se met à pisser dans une ruelle, comme ça, à 1h, à 13h de l'après-midi, comme ça. Il y a des rayons manger, il y a des grandes personnes qui passent par là, il y a tout le monde, elle prend son aise, elle pisse, et moi, j'ai tendance à dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Vous faites quoi? Mais monsieur, comme on dit en malgache, je me je me pose des questions. Oh là là, tout fout le camp Madagascar. L'éducation fout le camp Madagascar. Donc, pouvez-vous nous donner des pistes pour remettre l'éducation en Madagascar dans les bons rails, c'est-à-dire en termes de valeurs morales. Tolérance, loyauté, fraternité, respect surtout, respect. Et tout ça, quoi, à vous, je vous pose cette question. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Une dernière question pour la première série?
Oui. Bonjour. Merci pour vos partages, ça nous a beaucoup enrichis. Ma question se porte sur monsieur le philosophe. Alors, moi, j'aimerais demander comment déclencher l'esprit de curiosité chez les élèves pour ne pas tomber dans la masse. C'est-à-dire parce que, en fait, si vous tombez dans la masse, vous ne faisiez que imiter ce que les autres font et ce que vos parents disent être le bien, au lieu de vous tourner dans vos passions. Et pour ma remarque, pour mademoiselle Tam, en fait, je pense qu'il ne faut pas uniquement se tourner sur soi. Selon moi, la violence à l'école ne vient pas uniquement des élèves, mais aussi du professeur ou du maître. À vrai dire, je pense que le professeur doit connaître les élèves après tout. Si on considère que dans l'école c'est un groupe, il doit connaître chacun des membres de ce groupe. Je pense qu'il y a certains élèves qui sont trop restés dans leur zone de confort et qui doivent être poussés à bout. Et je pense qu'un peu de pouce va les permettre de, s'oublier un peu, au lieu d'être enfermé, il va produire quelque chose qui va lui faire réussir. Alors, voilà. Merci beaucoup, mademoiselle. Nous allons donc donner la parole à Première question, me fait penser à mes cours d'épistémologie des sciences de l'éducation. Vraiment se poser la question, pourquoi le système éducatif existe-t-il? Ça revient à... Pourquoi l'éducation? Ça revient à se demander pourquoi l'être humain quelque part. Bon, si, parce que le système éducatif, déjà, pourquoi l'éducation? L'éducation, si elle existe si elle existe là maintenant, c'est parce qu'elle répond à des besoins et à des contraintes, aux contraintes de l'être humain. Ça se relie en fait aux spécificités de notre espèce même et de notre culture humaine. Il y a une transmission de la culture, il y a d'abord une réception de notre culture humaine et il y a une transmission de cette culture humaine. Donc, l'éducation, oui. J'entends le mot héritage, alors oui, il y a une transmission de l'héritage et c'est pour ça qu'il y a éducation. Et pourquoi le système éducatif? Parce qu'il y a une organisation autour de cette éducation. Trop vague peut-être de compléter. D'accord, merci. Je vais essayer de compléter la réponse donnée par Tam. Au fait, effectivement, comme elle l'a dit, c'est comme si vous demandiez qu'est-ce que l'univers, mais je vais essayer de prendre des éléments tangibles pour me référencer, pour vous répondre. Au fait, parce que vous avez dit pourquoi le système éducatif à Madagascar. Et puisqu'il s'agit de Madagascar, autant que je me souvienne des cours d'histoire, le système éducatif tel que nous connaissons actuellement, c'est un héritage, c'est ce que tu as entendu de ce que j'ai dit, c'est un héritage colonial. Mais le problème actuellement, je pense que vous voulez savoir pourquoi on ne fait pas évoluer ce système éducatif par rapport à ce dont nous, Malgaches, on a besoin, et par rapport aux contraintes extérieures. Je pense qu'on vient tous de vivre une tentative de changement, on va dire d'éducation. C'était juste un déplacement des vacances scolaires, mais il faut dire que les Malgaches, ils font montre d'une très grande résistance au changement. Et je pense que c'est ça qui nous empêche de faire évoluer le système éducatif à Madagascar. Merci beaucoup, madame. Ok. D'accord, donc là j'ai compris votre réponse. La question, c'était pourquoi éduque-t-on à Madagascar? C'était ça aussi, n'est-ce pas? Mais... Je vais parler quelque part d'une nécessité
changer quelque chose parce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, mais d'accord. Mais si je prends les mots tels que vous les avez donnés, c'était pourquoi éduque-t-on à Madagascar? Parce que ça a toujours... Il y a toujours eu une éducation à Madagascar. Aussi longtemps que... en tout cas, aussi longtemps que je peux pas me souvenir parce que j'ai pas été présente, mais on m'a toujours relaté en tout cas l'existence d'une éducation peut-être différente de celle qui est là aujourd'hui, mais il y a toujours eu une forme d'éducation à Madagascar et il y a toujours eu une forme de système éducatif. D'accord, mais peut-être que je ne comprends pas la question. Peut-être que vous... Ok, merci. Donc je pense que bon, monsieur a eu une réponse. On ne va pas trop vous exiger l'impossible aussi. Mais monsieur le philosophe a encore quelque chose à rajouter. On vous écoute, monsieur. Sans que vous allez me souvenir de moi en tant que monsieur le philosophe. Je vais tout de suite répondre à la deuxième question qui était la différence entre l'enseignement et l'éducation justement. Eh bien, si vous allez au département de philosophie à Farafour, vous verrez qu'il y a en bas d'un affiche, il y a savoir, savoir-faire, savoir-être. L'enseignement se situe dans le cadre du savoir, dans le sens où on transmet des savoirs purs. On enseigne la géographie, on enseigne l'histoire, les mathématiques. Là, ce sont des savoirs purement immatériels qui se transmettent par toutes sortes de trucs, je sais pas, la parole, Internet, les livres. Donc ça, c'est le savoir. Et c'est dans ce cadre-là que se situe l'enseignement. Or, l'éducation, c'est plus vaste que cela. L'éducation englobe les trois concepts de savoir, savoir-faire et savoir-être. Savoir-faire, c'est tout ce qui constitue la pratique. Quand on sait jouer de la guitare, quand on sait faire quelque chose avec ses mains, manuellement, donc c'est des savoir-faire. Et on peut éduquer, on peut transmettre ces connaissances-là. Et le concept de valeur morale se situe dans la troisième notion qui est est-ce qu'il y a des valeurs morales dans le concept de savoir-être. Donc c'est là que votre question. Donc oui, effectivement, il y a une différence entre enseignement et éducation, parce que l'éducation c'est plus vaste, ça englobe justement des valeurs morales, notre façon de nous comporter dans la société, comment traiter autrui. Et c'est différent par rapport à une culture, par rapport à un pays, parce que chacun a sa façon d'éduquer et chacun a des valeurs morales différentes. À Madagascar, par exemple, on est plus ou moins traditionnaliste dans le sens où on préfère vraiment, par exemple à l'école, on aime bien que les élèves se taisent et ne participent jamais ou voire peu. Et ça, ce sont des valeurs morales, donc notre façon d'éduquer, notre façon de transmettre. Et est-ce que ça se répercute dans la société? Oui, parce que, comme vous l'avez dit, on fait nos besoins dans la rue, on fait nos besoins partout. Mais pour cet exemple précis, il y a d'autres raisons plus profondes. Par exemple, on n'a peut-être pas assez d'infrastructures pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et en fait, c'est très compliqué, mais pour résumer, donc oui, l'enseignement et l'éducation, c'est différent parce que l'éducation est plus vaste. Et pour enchaîner avec la troisième question de mademoiselle, qui était comment instaurer cette curiosité intellectuelle. Et je m'en veux de ne pas vous l'avoir partagé tout à l'heure, mais il y a trois points qui est important pour pouvoir transmettre cette passion d'apprendre. Tout d'abord, la narration. On aime beaucoup, l'être humain aime beaucoup depuis la nuit du temps, depuis que nous étions sur le feu, autour du feu, excusez-moi, autour du feu, et on aime beaucoup se transmettre des histoires. L'histoire, c'est très très puissant, mais à l'école, on privilégie plutôt la dictée, les trucs pas forcément passionnants. Et
Pour ma part, j'ai vraiment été dégoûté par les mathématiques parce que je ne comprenais pas, je ne sais pas. Alors qu'il y a des pédagogues qui arrivent parfaitement à enseigner la mathématique de façon narrative et en plus, ça s'ancre dans notre mémoire à long terme. Et le deuxième point, c'est le jeu. Quand quelque chose est ludique, on est plus enclin à se souvenir de ces moments-là. Quand vous apprenez des mathématiques, il y a des façons vraiment ludiques de le faire. C'est un peu difficile de développer maintenant, mais le deuxième point, c'est ludique. Et le troisième point, c'est émotion. Quand vous arrivez à passer de l'émotion envers votre public, envers vos élèves, vous êtes plus enclin, les élèves seront plus enclins à être passionnés par ce que vous dites. Pour ma part, j'ai fait de la philosophie parce que mon prof de philo à la terminale était passionnant et je pense qu'il a fait ces trois points-là, il racontait ses cours, il le faisait de façon ludique et il passait des émotions. C'est autant que j'ai même fait un master de philosophie grâce à ce professeur-là. Donc voilà, si vous voulez que vos enfants, vos élèves aient cette curiosité intellectuelle, racontez-leur des histoires de façon ludique et avec émotion. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci aux intervenants. Donc, on va... Oui. Pardon, c'est juste une remarque par rapport pour répondre à votre remarque. Oui, je suis d'accord qu'on ne peut pas seulement se tourner sur soi-même, mais je voulais aussi une solution qui soit terre à terre pour aujourd'hui. Parce que pour apporter pour changer le système éducatif, oui, il y a des solutions, mais en tant que système, c'est un tout complexe avec pas mal d'entités qui partent des parents d'élèves, au corps enseignant, au ministère, aux organismes internationaux, à l'entourage. Et je voulais une solution qui soit vraiment terre à terre, en tout cas pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Et je visais en fait la prise de conscience. Et pour que en sortant de la salle, vous sachiez au moins que vous pouvez faire quelque chose pour changer les choses. Laurent Zatoué, donc directeur de l'ESM Business School, école de commerce française implémentée à Madagascar au mois de janvier. Je suis venu avec certains de mes étudiants de deuxième année. Je n'aurai pas de questions, mais plutôt des remarques, puisque ce que vous dites, je baigne dedans depuis un an, mais encore plus sur la jeunesse de cette école. J'ai beaucoup aimé la pertinence des interventions de monsieur qui sont, je trouve, très justes, et c'est le hasard du calendrier est assez drôle parce qu'on m'a informé ce matin de cette conférence et hier on avait exactement ce débat en interne dans notre école pour faire évoluer un peu cette mentalité. Néanmoins, par rapport à ce qui a été dit, moi je vous avoue que je suis un peu déçu parce que je trouve qu'on n'a pas traité les problèmes de fond qui pour moi sont au nombre de 3 et donc il ne faut pas jouer l'hypocrisie. Le premier problème, c'est la malgachisation. On est dans un monde qui est aujourd'hui mondialisé, globalisé. Le fait d'avoir un enseignement en malgache est aujourd'hui un problème pour les futurs professionnels. Vous êtes l'exemple contraire, sûrement, mais je pense que le problème de l'employabilité chez nous réside beaucoup sur la malgachisation. Le deuxième, c'est qu'on a un effectif dans les classes qui est beaucoup trop élevé et qui empêche aux professeurs de réaliser leur mission dans des conditions normales d'action. Chez nous, nous avons des effectifs qui sont au maximum de 25, et déjà quand on est 25, je trouve qu'on est beaucoup pour un professeur. Donc quand on est 50, je trouve que c'est injouable. C'est injouable pour un enseignant. Le troisième montant, la troisième raison, c'est le coût de la scolarité. On a fait croire dans notre pays qu'on pouvait étudier à bas. Quand on compare notre coût de scolarité aux autres pays africains, on est vraiment sur des coûts qui sont très très bas. Et donc c'est difficile pour les écoles de réaliser des missions, on va dire, dans les règles de l'art du monde de l'éducation. Enfin, par rapport à ce qui a été dit précédemment, ce que vous avez dit, madame, qui avait pris la parole en première, entre nous, ça peut s'entendre. Mais par rapport au commun des mortels,
de ce pays, vous avez eu des responsabilités importantes. Donc c'est facile de critiquer. Moi j'aurais aimé que vous nous disiez qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour faire changer les choses. Et vous avez cité un exemple tout à l'heure qui est un mauvais exemple. Vous avez parlé de la résistance au changement par rapport à la date du bac. Je tiens à vous rappeler, madame, qu'il y a 2000 étudiants malgaches qui cherchent à quitter Madagascar tous les ans et qui partent avec un visa. Ces 2000 étudiants, par rapport à une sortie du bac à mi-novembre, ont été très pénalisés. Parce que le calendrier international de l'éducation post-bac, cette fois, il est... aucun pays n'a fait le choix que celui que notre pays a fait. Et pour illustrer un peu l'inadéquation entre les formations et les métiers, dont monsieur a fait part tout à l'heure dans sa question, et là aussi la réponse, je trouve, elle n'était pas... On aurait pu aller plus loin. Moi, j'ai toujours comme exemple le master géographie dans CATS. On forme tous les ans en CATS 40 géographes. Moi, je serais curieux de savoir que deviennent ces géographes tous les ans. Est-ce que Madagascar a besoin de 40 géographes tous les ans? Moi, je pense pas. Sauf si on les envoie aux États-Unis. Mais dans ces cas-là, le pays ne communique pas assez là-dessus. Enfin, le système éducatif que nous avons, monsieur a très bien dit tout à l'heure, et je vais dans son sens, il ne peut pas créer de leaders. En tout cas, il n'a pas l'ambition de créer des leaders. Désolé si mon propos est très provocateur, mais il a plus tendance à créer des moutons. Des gens qui restent dans le rang, je vous ai dit, soyez carrés, ne haussez pas le ton, demain, n'essayez pas de distribuer, n'essayez pas d'entreprendre, restez un bon salarié, un bon fonctionnaire, et ça ira bien. Oui, monsieur, et puis monsieur. Et vous après? Donc, on va prendre 4 questions. Bonjour à toutes et à tous, Jérémy Lanzapouille, enseignant-chercheur à l'IST, à l'ISCAM et à l'UCM Business School. Alors je voudrais quelque part prolonger les remarques qui viennent d'être faites. En fait, déjà aussi pour compléter les réponses qui n'ont pas totalement été apportées à la première série de questions, et après j'aurai une question également. Alors premièrement, concernant l'époque du système éducatif, quand est-ce qu'il a été inventé, je voudrais rappeler qu'il a été inventé au moins dans sa forme actuelle, à l'époque industrielle, pour construire justement des bons salariés, des bonnes personnes pour travailler. Donc justement, on a toujours eu à l'international du moins le souci de l'adéquation entre les besoins industriels et l'école, et c'est pour ça que justement l'école qu'on connaît ressemble à ce qu'elle est. Deuxièmement, sur le point entre éducation et enseignement, je voudrais juste préciser que au niveau international et surtout dans le monde anglo-saxon, il n'existe pas cette différence. Education is as well pour l'enseignement et pour l'éducation parentale. Donc en fait, il n'y a pas cette nuance-là au niveau anglo-saxon, donc ça c'était aussi un point qu'on pouvait mentionner. Ensuite, je ne pense pas que ce soit quelque chose de spécifique aux humains. Je pense que si on regarde tous les animaux qui sont sociaux, ils se transmettent des apprentissages, qu'on parle des baleines, qu'on parle des oiseaux migrateurs, qu'on parle des grands singes, ils vivent tous en société et se passent tous des savoirs et des cultures. Donc la culture n'est même pas propre à l'homme, enfin, selon moi, et je suis prof de management interculturel, je donne des cours de culture aux étudiants qui sont ici, notamment. Sur le pourquoi le système malagasy et éducatif ressemble à ce qu'il est, je voudrais aussi mentionner et lancer un appel à toutes les personnes qui sont intéressées par justement l'émancipation des peuples noirs au niveau international et mentionner le fameux ouvrage de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, qui avait déjà prédit avant la décolonisation que la colonisation serait remplacée par une élite issue de ces pays qui seraient des gens à la peau noire mais au masque blanc, c'est-à-dire qu'ils se prendraient pour des Européens. Et triste de constater que depuis 60 ans bientôt, c'est ce qui se passe dans notre pays. Au final, nos élites sont le principal problème de notre pays, malheureusement. Et donc j'en viens à ma question, après aussi ces remarques un peu provocantes. Sur la question de la pédagogie, malheureusement j'ai été étonné que ça a été mentionné un peu dans les réponses, mais qu'on n'ait pas parlé de profs, enfin très peu du moins. On n'a pas parlé de la pédagogie et surtout du problème de l'enseignement, du recrutement des enseignants qui se passe surtout au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous savez que la majorité des enseignants dans notre pays ont 60 ans, voire plus de 65 ans, et qui sont maintenus en poste parce que justement il n'y a pas de jeunes qui rentrent à la relève. Je voudrais juste signaler que je suis un jeune qui suis rentré avec de quoi être qualifié et que
trouver un poste dans l'enseignement avec un parcours du combattant, en tout cas dans le public, parce que vous savez comment il est gangréné, soit par la corruption, soit par le copinage ou les relations. Et si on ne veut pas passer par ça, eh bien, on ne rentre pas dans l'enseignement public malagasy. Donc j'aimerais apporter ce témoignage aussi et mentionner que la question de l'enseignement et surtout du recrutement des enseignants, il y a un journal qui a mentionné ça il y a un mois, qui disait que le besoin à Madagascar sur le recrutement des enseignants était de 750 par an, alors que les chiffres sont, je sais même pas si on recrute 10 enseignants-chercheurs pour un nouveau poste de maître de conférence chaque année. Voilà, je vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup, monsieur, pour ces précisions. D'autres questions, monsieur, derrière. Et on va laisser d'abord, après ça, aux intervenants le temps de répondre et on prend vos questions juste après. Pour qu'ils n'oublient pas les questions et les précisions. Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier d'être là et d'avoir pris la parole sur un sujet qui est vraiment très important parce que l'éducation est le pilier du développement d'un pays. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le système éducatif actuel, notamment sur deux choses. Le concept d'intelligence multiple développé par Bruno Hurst. Comme vous l'avez expliqué, aujourd'hui les neurosciences nous permettent d'avoir une meilleure perspective sur la façon dont fonctionne le cerveau et notamment sur l'intelligence. Et j'aimerais d'ailleurs aller dans ce sens avec mademoiselle Tam sur la question des violences éducatives ordinaires. Quel est le rapport entre intelligence multiple et violence éducative ordinaire et comment y remédier? Et ensuite, ma seconde question, la seconde chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est sur l'inexistence, ou du moins le bâclage, je dirais, de l'éducation civique, de l'éducation sexuelle et de l'éducation émotionnelle au sein du système éducatif actuel. Désolé, un troisième et dernier point. Comment faire pour que les enseignants aient le plaisir d'enseigner? Parce que je suis, on va dire, un survivant du bac de 2018, où durant 6 mois, nous n'avons pas étudié, je voulais être enseignant, et je veux toujours être enseignant, mais lorsque j'ai vu que durant 6 mois, nos enseignants ont refusé de nous enseigner, j'ai découvert qu'à Madagascar, en fait, c'est pas qu'ils s'en foutaient, mais qu'ils se sont fait passer en priorité alors qu'ils avaient ce devoir sacré. Alors comment faire pour que les enseignants aient ce plaisir d'enseigner? Merci. Merci beaucoup, monsieur. On débat. Donc c'est ce qu'on attend aussi. Donc on va vous donner la parole. Oui, alors je vais répondre à la première question, la première remarque, parce que, évidemment, ça s'adressait à moi. Je suis d'accord sur la plupart des remarques que vous avez mises sur les problèmes de fond. J'ai déjà parlé durant mon intervention des problèmes d'effectifs trop élevés en classe. J'avais dit que c'était par rapport à l'insuffisance de moyens, notamment au salaire très bas des enseignants. J'ai parlé de la valorisation du métier d'enseignant. Par rapport, je crois que vous avez mal entendu ce que j'ai dit par rapport à la résistance au changement. En fait, je n'avais pas parlé du calendrier du bac, j'ai parlé du calendrier des vacances scolaires. Parce qu'à un moment, le ministre, en fait le gouvernement, il a voulu déplacer les vacances scolaires de façon à épargner les élèves en milieu ruraux de la période d'été. C'était ça en fait. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites que le système actuel ne crée pas des leaders, mais force est de constater qu'on a des leaders, et il faut bien se demander d'où ils viennent alors. Et par rapport au coût de la scolarité, la solution que j'aimerais avancer, et d'ailleurs c'est ce qui est à la portée, je crois,
Effectivement, le coût de la scolarité, même pour les établissements publics, elle est assez hausse. Elle est assez haut parce qu'il suffit de demander ses parents qui envoient leurs enfants au CPP, au CEG. Les frais d'inscription et de réinscription sont de l'ordre de 250 000, 300 000. Et ces parents-là, ils n'ont pas ces moyens. La seule solution qui peut se poser à nous, c'est tout simplement, comme on a toujours recours, la subvention de l'enseignement. C'est tout ce qui reste. Je crois que c'est tout. J'aimerais réagir par rapport à la remarque de monsieur. Effectivement, des lacunes ont été observées durant mon intervention, compte tenu du délai qui m'a été imparti et surtout de l'impact que mon message devrait avoir sur l'assistance. Effectivement, notre système d'évaluation à Madagascar, ou partout dans le monde, est étroitement lié avec la structure sociale et économique du milieu, et surtout aussi la finalité que poursuit, je dirais pas le milieu éducatif, mais l'enseignement. Former des ouvriers ou former un humain. Parce qu'on est entre ce dilemme, une conception humaniste de l'éducation et une conception de l'éducation pour former quelqu'un pour être inséré dans une machine, pour être inséré dans une industrie. Parce qu'actuellement, on est en train d'être face à ce problème-là. Et vous avez affirmé que c'est pas une chose aisée de revenir, de vivre, comment dire ça, l'art d'enseigner, parce que compte tenu des moyens qui nous sont permises, les ressources éducatives, 25 élèves pour un professeur, ça, ce serait pas vraiment l'idéal, je dirais 10. Et actuellement, on est en train d'assister vraiment à une explosion de l'effectif dans nos établissements scolaires, ce qui ne permettrait pas, certainement pas, d'appliquer les recommandations. Ce n'est pas chose aisée, mais je dirais pas, c'est pas quelque chose d'impossible. Oui, voilà. D'accord. J'aimerais d'abord aussi vous remercier pour l'intérêt que vous avez pour l'éducation. Là, ça donne de l'espoir pour la suite en fait. S'il y a des gens qui s'intéressent encore à l'éducation, c'est que le bateau n'est pas encore complètement coulé et qu'il y a encore des choses à faire. Mais j'aimerais quand même insister sur quelque chose avant de répondre aux questions, c'est que nous n'avons pas tous le même point de vue sur la question. Et je me souviens d'un article qui disait qu'il y a principalement trois manières de voir l'éducation. Il y a ceux qui disent que l'éducation sert à des fins économiques, c'est-à-dire pour trouver du travail. Deuxièmement, que l'éducation sert à la formation d'une élite, et que troisièmement, l'éducation sert en fait à la transmission des savoirs et principalement à l'amour du savoir. Personnellement, je me situerai dans le troisième pôle. Le fait que je ne sois pas d'accord avec ce que vous partagez ne signifie pas que j'ai faux et que vous ayez faux aussi, mais j'aimerais juste rajouter que c'est pas faux. J'aimerais juste peut-être dire que c'est une conférence débat, mais dans le but du partage également, parce que c'est un tout énorme, c'est un tout complexe. Quand on parle des sciences de l'éducation, il y a beaucoup de domaines, l'administration de l'éducation, l'économie de l'éducation, la psychologie de l'éducation, l'anthropologie de l'éducation, la philosophie de l'éducation, etc. Il y a autant de domaines à voir et à étudier. Et franchement, 10 minutes, ça ne suffit pas. Et vous avez un recul que nous n'avons pas. Donc, par rapport aux questions et par rapport à la manière de voir le sujet, et j'aimerais juste vous remercier pour toutes les remarques que vous êtes en train d'apporter pour les problèmes de fond, mais nous avons chacun décidé de prendre un pôle par rapport aux questions. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire des remarques, bien sûr. Et premièrement, j'ai envie
de parler de la question sur les VO et les intelligences multiples. La question des VO, en fait, ça s'insère dans une manière de voir l'éducation, d'une manière bienveillante et respectueuse de la personne. Et bien sûr, pour qu'il y ait une éducation, pour que l'éducation se fasse de la manière la plus positive possible, il faut considérer la personne qui est en face de soi. Quels sont ses besoins, quelles sont ses particularités, quelles sont ses envies, quelles sont ses aspirations, quelles sont peut-être ses limites aussi. Et vous avez parlé des intelligences multiples, ce qui signifie que nous n'avons pas tous le même type d'intelligence. Certainement pas, nous n'avons pas tous le même mode de fonctionnement, le même mode de raisonnement. Et il conviendrait aussi de considérer chaque spécificité de chaque individu et de s'y adapter pour que ça se fasse de la manière la plus possible. Et je crois que tout le monde devrait connaître la célèbre citation de Einstein sur le fait de juger les capacités d'un poisson à grimper à un arbre. Ça ne signifie pas que le poisson n'a aucune capacité, mais si on ne prend qu'un seul type d'intelligence et l'appliquer à l'ensemble, obligatoirement il y aura des failles et des gens seront sous-estimés par rapport à ceux qu'ils sont vraiment. Donc oui, il faut comprendre et il faut prendre en compte chaque type d'intelligence pour que la personne aille à son plein épanouissement. Merci beaucoup, mademoiselle. Donc on va procéder à la dernière série de questions parce qu'on va essayer d'accélérer puisque le temps commence à courir. Quand on parle d'éducation, pour moi c'est une notion nationale. Vous parlez de l'éducation comme si vous parlez seulement de l'université à Cadj, mais vous ne parlez pas de l'éducation à Bétrouk ou à Fort-de-Fin ou à, je sais pas, dans la Brousse. À la Deuxième République, Ratilak a dit un Fouktan a un IPP pour chaque Fouktan, un CEG pour les frères Fouktan, un lycée à chaque commune et une université à chaque province. Et je vais prendre un exemple là, dans les communes que mes parents ont vécues. À l'enseignement primaire, ils font 4 km pour aller à l'IPP. Au CEG, ils font 9 km. Et pour aller au lycée, à Tanfoot, dans la commune, ils font 27 km pour aller étudier. C'est ça le problème, c'est nous. Il n'y a pas vraiment de décentralisation. Et ce n'est pas que ça. À Bétrouk, il y a des gens qui font dans les 30 km pour aller étudier au lycée. Ici jamais ils ont eu leur bac. Mes parents, ils vont ici à Tanarif à 150 km pour étudier. Moi, je crois que c'est l'un des problèmes fondamentaux de l'éducation à Madagascar. Et deuxièmement, notre problème à nous, on a besoin d'une vraie révolution. Exemple, on a eu notre indépendance en 1960, mais en 1972, on nous enseigne encore que nos ancêtres étaient des Gaulois. Imagine, 12 ans après notre indépendance, on dit encore que nos ancêtres les Gaulois. En ce moment, on apprend encore le Japon en terminale, alors que c'est la Chine qui est le premier puissance, que ce soit économique ou culturel en Asie. Il y a une manque de... N'oubliez pas de poser une question, monsieur. Je vais vous interrompre. La question. La question, c'est que pour révolutionner l'éducation à Madagascar, que nous proposez-vous? Parce que vous venez de dire là, ce sont juste des constats. Vous constatez qu'il y a de maltraitance, vous constatez qu'il y a beaucoup de déficit entre l'offre et la demande, mais concrètement, vous nous proposez quoi? Merci. On va essayer d'être court, très très court et poser des questions, s'il vous plaît, pour qu'on soit vite libéré. D'autres questions? Monsieur, derrière? Oui, oui. Monsieur, il était... Oui. Monsieur, veuillez vous lever votre main. Ma question, ça converge à ce que lui a demandé tout à l'heure, mais oui, justement, je n'ai pas pu assister à l'intervention de notre premier conférencier, mais
ce système d'évaluation efficace. Justement, si demain le ministre de l'Éducation vous propose un rendez-vous en tête-à-tête, vous allez lui proposer quoi concrètement pour pouvoir des solutions, des actions concrètes qui peuvent être appliquées à la réalité du pays. Merci beaucoup. Qui avait levé la main? Et mademoiselle, et puis vous pour terminer. Oui, alors merci pour votre intervention. Au fait, ma question concerne, comme vous avez parlé de mauvaises notes et d'échecs scolaires, et qu'en ce moment on est dans un contexte où tout le monde se lamente par rapport aux résultats des derniers examens comme le BEPC et le bac. Et j'aimerais vous demander si ces échecs scolaires, ces mauvaises notes, est-ce que le système éducatif basé sur la violence éducative ordinaire que vous avez dit, ou le système éducatif qui ne favorise pas l'épanouissement, peut expliquer cet échec scolaire, ou bien est-ce que nous faisons tout simplement face à une génération qui est très absorbée par la technologie, notamment Facebook, et qui, peu importe les efforts que les enseignants peuvent faire à l'école, ils n'arrivent pas à se concentrer. Est-ce que ça peut être ça la raison? Ou bien est-ce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure? Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'orientation professionnelle. Je veux dire, quand est-ce que cette orientation professionnelle doit commencer? Quand est-ce que ça doit être obligatoirement après le bac, qu'on doit être orienté, ou bien est-ce que ça doit commencer déjà dès l'enfance? Merci beaucoup, mademoiselle. Dernière question. Bonjour à tous, merci à vous quatre pour vos interventions. Pour commencer, je ne vais pas poser de questions, je vais juste rajouter, j'aurais aimé que vous parliez un peu plus du côté découverte, pour ajouter à ce que monsieur le philosophe a dit. À part ludique, émotion et narration, peut-être découverte, ça pourrait rejoindre le premier point, parce qu'on est dans une éducation assez limitée à Madagascar, où on enseigne A plus B égale C, par exemple. Voilà, l'encouragement des talents et des passions aussi, et justement ça rejoint la question par rapport au fait que l'orientation professionnelle devrait-elle ne pas commencer un peu plus à l'avance? Est-ce qu'on ne devrait pas encourager plutôt les jeunes à exploiter leurs talents, à faire ce qu'ils aiment, au lieu de juste se contenter de suivre le troupeau? Je me rappelle, pour finir, d'une citation, enfin, pas vraiment d'une citation, d'une histoire que j'ai vue. C'est comme quoi un aigle, un enfant aigle, il est tombé dans un poulailler. Il ne savait pas qu'il était un aigle, donc il est mort dans la basse-cour, sans jamais voler. Donc nous sommes tous des aigles. Et pourquoi ne pas encourager justement cette psychologie que nous pouvons tous faire tout ce qu'on veut et ce qu'on aime, et pas seulement suivre, parce qu'on entend trop les « Ah, j'ai fait médecin parce que mon père il est médecin, j'ai fait... » Voilà, donc voilà, merci. Alors je vais donner les premiers éléments de réponse par rapport à la question qui a trait au manque de décentralisation effective en matière d'éducation. Effectivement, force est d'admettre ce constat. Il y a ce qu'un professeur de l'université d'Accra dit, les citoyens de seconde zone. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a, je crois que tout le monde le constate, à chaque fois qu'il y a un régime qui s'installe, c'est toujours la capitale qui est privilégiée en matière de politique, surtout infrastructurelle. Alors, par rapport à cela, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il faut mettre en place cette décentralisation effective, faire en sorte que les acteurs locaux, les élus locaux, ils aient une marge de manœuvre, non seulement en matière de décision, mais en matière de budget, pour faire en sorte que la localité en question, elle se développe d'elle-même,
parce que s'il faut attendre l'administration centrale, elle est centralisée à Tananarive, et malheureusement, elle ne voit que les réalités qui sont ici. Je vais passer la parole aux autres parce qu'ils ont aussi des éléments de réponse par rapport à votre question. Ce qui me tient réellement à cœur, c'est de revenir à une conception humaniste de l'éducation, c'est-à-dire que l'éducation puisse contribuer à rendre l'homme un homme, construire l'homme. C'est pas l'éducation, c'est pas l'homme qui est fait pour l'éducation, c'est l'éducation qui est fait pour l'homme. Alors si j'aurais, par exemple, l'opportunité d'avoir un tête-à-tête avec le ministre actuellement, je le proposerais certainement de prendre en compte les différentes particularités de l'apprenant. Ça, c'est un idéal, presque une utopie. Parce que, compte tenu des moyens qui nous sont permis, nous ne parviendrons que très difficilement à cet objectif-là. Par exemple, dans les pays plus ou moins développés, en Écosse, en Angleterre, eux ne délivrent pas un bachot, mais ils délivrent un profil. Ils ne disent pas, ils disent dans ce profil-là ce que l'apprenant est capable de faire. Ils ne donnent pas, ils ne préétablissent pas à l'avance des programmes, mais ils laissent à l'apprenant la liberté de pouvoir exploiter ses particularités, et ce n'est qu'à la fin qu'il sera tenu un profil de cet apprenant-là, ce qu'il est capable vraiment de faire, et là, je dirais qu'on aboutirait vers l'épanouissement de cette personne-là. Actuellement, on est dans un système qui forme l'homme pour être inséré dans une machine, dans un cycle de production. Mais est-ce que ça permet vraiment de faire épanouir l'être humain? Je dirais que non, certainement pas. Et peu importe, l'important pour moi, c'est que nous pouvons nous épanouir, peu importe si compte tenu des conjonctures structurelles et économiques, avec nos options, nous ne parviendrons pas à nous forger un statut économique qui nous permettrait de vivre très longtemps, mais même si si votre existence arriverait à un terme à 40 ans, par exemple, l'important c'est que vous avez pu avoir l'opportunité de vous épanouir. Mozart, il est mort dans la trentaine. Jésus, il est mort dans la trentaine. Et Alexandre le Grand, il est aussi mort dans la trentaine. Mais l'important, c'est qu'ils ont pu avoir l'opportunité de faire quelque chose de leur vie et qu'ils se sont épanouis. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que l'échec scolaire est-il provoqué par la technologie? J'ai fait un master de philosophie sur les enjeux de la technologie. Je prévois de faire une thèse de doctorat sur la philosophie de la technologie. Et donc c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur parce que la technologie n'est pas l'origine de l'échec scolaire. Tout simplement parce qu'à Madagascar, il y a environ 5% de personnes qui utilisent Internet. Est-ce que si vous allez par exemple dans les milieux ruraux, est-ce qu'il y a vraiment des enfants campagnards qui utilisent Facebook? C'est Facebook qui est la cause de son échec? Non. En fait, on a toujours tendance à accuser la technologie pour toutes sortes de raisons. Au 19e siècle, on accusait le cinématographe que ça va être non, c'est mauvais pour l'homme. Au Moyen-Âge, on accusait les inventions de Léonard de Vinci pour diverses raisons. Et là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je veux que vous m'écoutiez là-dedans. La technologie n'est pas l'origine de l'échec scolaire. S'il y a échec scolaire, c'est parce que le système éducatif est défaillant, parce qu'il y a des profs qui n'enseignent pas, c'est parce qu'il y a des... Bref, il y a beaucoup de choses. On a un peu donné des éléments de réponse, mais je suis catégorique sur cette question-là. La technologie n'est pas la cause de l'échec scolaire. Merci. Merci. Juste une question par rapport à... Vous êtes en train de demander des solutions pour révolutionner
révolutionner l'éducation à Madagascar, des solutions concrètes. Et la question que je pose, c'est si je donne une solution là maintenant, qui est-ce qui va les appliquer? Parce que je vois à l'ENS des étagères de mémoire, de licence, de master, et même avant ça de CAPEN sur l'éducation. Quel est le pourcentage de ces recherches qui ont été appliquées, qui ont été considérées? Ce sont des recherches, et peut-être qu'il y a des recherches déjà sur Pétrouk, là entassées dans la poussière, et je ne parle même pas d'un cadre. Avec toutes les recherches qui ont été faites, qui va appliquer ces solutions? Merci beaucoup, mademoiselle. Donc, on va enchaîner pour une dernière intervention. Je voudrais apporter d'autres éléments de réponse par rapport à la première et à la deuxième la deuxième question de cette série de questions. Au fait, ces deux questions, elles peuvent être confondues. Quelle révolution pour l'éducation? Si le ministre m'invitait demain, le ministre de l'Éducation m'invitait demain dans son bureau pour que je puisse lui donner des conseils concernant l'éducation. Ça rejoint la même chose, comme l'a dit Timbre. Quelle solution pour l'éducation? Et c'est peut-être l'occasion pour moi, comme monsieur l'a fait remarquer, de pouvoir apporter quelque chose. Parce que malheureusement, les postes de responsabilité que j'ai occupés ne sont pas au sein de l'éducation. Au fait, les réponses se trouvent déjà dans les critiques. Chacun d'entre nous, panélistes ici, on a fait des constats négatifs. Quand les constats sont négatifs, ce sont des critiques. On a essayé de faire en sorte que ça ne verse pas dans un procès stérile du gouvernement, mais malheureusement, ça tourne toujours à ça quand on fait des constats. Et quand je dis que les réponses se trouvent dans ces critiques-là, au fait, par exemple, quand moi je dis que le faible taux de scolarisation est dû au fait qu'il manque d'infrastructures, de personnel enseignant, parce que le métier d'enseignant n'est pas valorisé. Il suffit de construire des infrastructures scolaires, de recruter des enseignants, de motiver les gens à devenir enseignants en augmentant les salaires des enseignants. Au fait, c'est juste une logique simple. Donc, si le ministre me convoquait demain, je dresserai juste un tableau des problèmes. Et au fait, on n'a qu'à tourner ces problèmes. Par exemple, il manque ça et dans l'autre colonne, je vais dire construire des infrastructures dans les zones enclavées, comme monsieur l'a dit, parce qu'effectivement, c'est pas possible, parce qu'il n'y a qu'une université par province. Et malheureusement, on est tous en présence de ces jeunes qui doivent se délocaliser, littéralement. Heureusement qu'il existe encore les campus pour pouvoir suivre des études scolaires. Et au fait, il n'y a qu'à dire au ministre de construire plus d'universités, pourquoi pas des universités dans des endroits reculés. Merci. Merci beaucoup pour ces interventions, pour ces réponses. Nous arrivons donc à la fin de cette conférence. Pour résumer ce qui a été dit, donc l'audience a manifesté des remarques, des questions. Les intervenants nous ont fourni des réponses comme quoi il fallait aussi valoriser la recherche scientifique, dépoussiérer les mémoires. Et surtout, nous allons donc terminer par ces mots: l'homme est un éternel insatisfait, mais tous les points de vue se valent, aussi bien donc que ce soit pour les panélistes que pour nous, honorable assistance. Sur ce, nous allons clôturer cette conférence débat sur le thème « Quelle finalité pour l'éducation à Madagascar ». Merci à vous pour votre présence. N'hésitez pas à devenir l'un de nos panélistes. Je fais un peu de la pub ici, mais il n'y a pas de quoi faire tout un plat. Vous pouvez être également nos prochains panélistes sur le prochain thème, sur l'environnement. Il y a également les textes que monsieur le trésorier a exposés tout au début. C'est à nous, la jeunesse, de changer les choses
Il ne faut pas attendre que ce soit l'État ou quelqu'un de l'extérieur ou personne d'autre qui le fasse pour nous. C'est à nous, Malagasy, de changer des choses, nous jeunes. Donc, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à oser, parce que la victoire appartient à ceux qui osent. Sur ce, merci à vous tous et à la prochaine.